C'était dur. 32 degrés, plein soleil, 18h, run de 7 km. Le job est fait. Quel plaisir de faire des choses difficiles et d'avoir le goût du travail accompli à la fin. Meilleur moyen de bien dormir, de se sentir bien dans sa tête. J'ai une phrase que j'ai toujours en tête. Short term pain for long term gains. Si on a le choix entre deux chemins à court terme, il faut toujours prendre celui qui va être le plus difficile devant soi, le plus douloureux, le plus inconfortable, parce que c'est celui qui va permettre le plus de croissance, le plus de progression à long terme. Et c'est valable à titre perso, dans le business, dans le sport, dans la santé. Et plus on le fait, plus on s'y habitue, plus ça fait du bien, plus on trouve du plaisir là-dedans, et plus ça devient routinier, habituel. Il faut vraiment passer ce cap-là. Et ensuite, je trouve que la vie devient beaucoup plus simple à tous les égards. Je pense qu'on pourrait vraiment tirer un trait et faire une relation entre le nombre de choses inconfortables, difficiles, douloureuses qu'on fait au quotidien avec la qualité de la vie qu'on mène. Je pense que les deux sont vraiment corrélés. Je profite. Et là, aujourd'hui, en sachant que j'allais faire ce run à 18h et qu'il allait faire très chaud, et bien je me disais, yes, putain, je vais faire une sortie run quand c'est dur. Et je trouve que la difficulté, ça forge. Et je me disais, putain, j'ai hâte d'aller me confronter à cette chaleur. J'ai hâte de courir par ce cagnard parce que je sais que derrière, ça va débloquer des trucs cool mentalement et je sais que je vais continuer ma progression et je vais entretenir le cercle vertueux, dynamique que j'ai lancé. Bon, après-midi de call en perspective, j'ai 2 coachings avec 2 freelances que j'accompagne individuellement sur toute la partie notamment business de leur activité, trouver des clients, se positionner, avoir la vision, développer leur projet. Donc là, je me suis mis dans mon salon dans le noir, comme ça j'ai pas trop chaud. Et ensuite, fin de journée, j'anime l'accélérateur. Donc grosse zone en perspective. Est-ce que tu peux, je pense que ce serait intéressant que tu me montres ton calendrier ou que tu m'expliques ton calendrier sur la semaine dernière et que tu m'expliques jour après jour ce que tu as pu faire au niveau de ton temps et de comment tu t'organisais. Et avant de terminer la vidéo, tiens, regarde, je te montre juste 2-3 rebrandings récents que j'ai fait pour te voir pour te montrer ce que je peux faire. Tu vois. Simple, efficace, tu peux facilement industrialiser entre guillemets ce genre de vidéo. C'est personnalisé, c'est visuel et on comprend tout de suite. Et tout part de là en fait. Et une fois que tu as ça, je pense que tu sais, si tu réfléchis à c'est quoi le truc du business qui va tout débloquer, souvent c'est le fait d'être suivi, d'avoir une audience et des gens qui t'écoutent, ou qui te lisent. Bah, dans ton cas, une fois que le podcast, tu vois, il est installé, il est connu, tu vas naturellement avoir plein d'opportunités. Je sais pas si vous consommez beaucoup de vlogs business d'entrepreneurs. Moi, c'est un format que j'aime bien, que je trouve intéressant. Et en tout cas, si vous êtes client de ce genre de format, vous avez certainement vu un mec qui a explosé depuis 2 ans, qui s'appelle Daniel Dalen. C'est un mec qui est passé je pense, de 0 à plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur sa chaîne YouTube en moins de 2 ans et ça devient une vraie star du game. Et c'est un gars que beaucoup d'entrepreneurs, créateurs de contenu cherchent à imiter ou en tout cas à ressembler. Et il y a beaucoup de gens qui essayent de donner des contenus pour tirer des leçons de son succès. Et ce qui revient souvent, c'est
ah, c'est lui qui a popularisé le format POV, le format Point of View, où on se met un peu dans sa peau. Et beaucoup de gens voilà, expliquent que c'est pour ça qu'il est successful, c'est pour ça que ses vlogs ont pété. Mais en fait, pour l'avoir suivi depuis le début, et je sais pas comment je suis tombé sur sa chaîne, l'algorithme, le YouTube me l'a recommandé assez vite. En fait, c'est pas du tout pour ça qu'il a percé. Si ce mec-là a percé autant, c'est évidemment parce que ses vidéos sont bien produites, bien léchées, parce qu'il est consistant, parce qu'effectivement il a un packaging qui est intéressant. Mais c'est pas ça la vraie raison. La vraie raison de fond, c'est parce que ce mec-là, il a déjà une histoire unique, et il a un monopole personnel qui est vraiment unique. C'est un Hollandais qui vit à Hong Kong, donc déjà, juste ça crée un point d'attention intéressant et original par rapport à tous ceux qui sont à Dubaï, à Bali ou autres. Déjà, il y a le côté Hong Kong qui est scénique, qui est photogénique et qui crée de base des magnifiques images et des magnifiques visuels. C'est un Hollandais, et surtout, c'est un Hollandais qui parle parfaitement chinois et qui fait du business avec la Chine. Et donc ça, juste ce mix-là est déjà très différenciant, unique sur le YouTube game. Et en plus, évidemment, il a une vie de malade, où il voyage tout le temps, où il est tout le temps en Chine, où il va souvent en Asie, à Bali, etc., au Japon. Et donc ça lui fait déjà une matière exceptionnelle et unique, encore une fois, par rapport à tous les autres créateurs de contenu. Et puis, il y a aussi tout ce qui dégage humainement, un côté très souriant, très smile, très good vibe. On a envie d'être pote avec ce mec-là. Et donc, c'est tout ça qui fait que ces vidéos, elles sont intéressantes, elles sont plaisantes à regarder. Mais vraiment, en un, je pense que c'est cette combinaison unique de géographie, de lieux, de projets, de personnalité, de type de business, type d'activité, et cette compétence de parler chinois parfaitement. Et puis il y a cette décision aussi qu'il a prise assez vite de s'entourer d'un cadreur et d'un monteur avec lui. Il y a tout le temps quelqu'un qui est à ses côtés avec lui pour faire des plans de lui. Plus le fait que lui-même manie aussi la caméra, ça fait une alternance de plans, une alternance de points de vue qui rend visuellement la chose très attrayante et très engageante. Et ce que j'aime bien, c'est que ce mec-là incarne peut-être le truc le plus important pour réussir dans la création de contenu et en tant que créateur en ligne, c'est que il faut avoir une matière première intéressante et il faut vivre des expériences uniques qui vont servir de base pour le contenu qu'on va créer. Je suis sûr que j'ai beaucoup cette discussion de gens qui me disent « Saint-Valentin, j'en ai marre de créer du contenu » sur le fait de créer du contenu et de donner des conseils pour des gens qui veulent créer du contenu. Je suis sûr que vous voyez cette sorte de boucle infernale dans laquelle on peut vite tomber quand on commence à créer en ligne. Et la manière pour se sortir de ça, c'est justement d'aller chercher de la matière, d'aller vivre des expériences qui vont être uniques, qui vont être différenciantes, qui vont donner des exemples, des points d'appui, des points d'accroche sur tout ce qu'on va pouvoir raconter et montrer ensuite dans sa vie. Donc une excellente question qu'on peut se poser tous en tant que créateur de contenu, c'est comment est-ce que je peux me mettre dans une position intéressante, originale, différenciante, qui va d'office me donner de la matière et me créer des points d'accroche intéressants et originaux pour ma cible. Ça peut être changer de lieu de vie, déménager, ça peut être dans le fait de faire un projet particulier, dans le fait de se lancer des défis particuliers. Et je pense que c'est ça qui va faire qu'ensuite, on va pouvoir créer du bon contenu pour le raconter et pour le montrer aux gens. Petit week-end à Paris, on est jeudi soir, je suis arrivé tout à l'heure. Je profite d'être à Paris pour aller voir des potes tout le week-end. Et j'ai une course également, 10 km, les 10 km Adidas, dimanche. Donc petit week-end détente. J'adore toujours revenir à Paris. C'est une ville magnifique, il se passe plein de choses. Je suis content d'y repartir, car je vois à quel point c'est une lessiveuse et à quel point le rythme de vie est intense et pas très très sain. Mais c'est toujours un kiff d'être de passage. Là il est 21h, je marche dans la rue, il fait beau, que demande le peuple?
On me demande. Je comprends. C'est important. Ça vlog là? Ça vlog, ça. C'est parti, objectif. Moins de 50 minutes. 1 km fait. Rythme 5 minutes. On est bien, on est bien. Allez, on donne tout, allez, champion! Globalement, tu as une espèce de processus pour aller chercher le marathon. On écarte les jambes, on resserre. Bon, je vous fais un débrief de ma course 10K à Paris. C'était déjà une semaine, on est le samedi de la semaine d'après. J'ai eu une semaine assez chargée niveau boulot, donc j'ai rien refilmé, j'ai pas fait de plan. Mais la course s'est très bien passée. Elle s'est mieux passée que ce que j'espérais. Au final, j'ai fait environ 47 minutes. Je vous affiche le Strava exact de ce que j'ai fait, en sachant qu'il y a quelques secondes d'écart. Il y a 10 secondes d'écart avec le temps final. Très content. Je pensais pas du tout faire aussi bien. Je m'étais dit, si je le fais en 4,55 au kilomètre, donc environ 59 minutes, ça sera très bien. Et en fait, j'ai fait bien mieux que ça. Donc très content, je me suis surpris. Et en fait, pendant toute la course, je me sentais vraiment bien. J'ai pas du tout tiré la langue, j'ai bien vécu la course. J'avais anticipé le fait qu'un 10K, ça soit assez brutal, on était quasiment à 80-90% de tes capacités tout le temps. Et en fait, j'ai plutôt bien géré. Donc ça, je suis content. Et c'est aussi la preuve que mon entraînement en fait, paye. Là, je suis sur un rythme de 4 sorties run par semaine, plus 3 séances à la salle. Donc c'est quand même intense. Mais mine de rien, quand on fait le boulot invisible, ça paye. Donc très content, je vais poursuivre là-dessus. Et là, aujourd'hui, je reprends le train pour retourner à Paris parce que je vais en Italie demain pour la prochaine retraite mode avion. On sera dans les Pouilles, donc très cool aussi. Je vais pas mal déconnecter. J'ai un peu de boulot encore la semaine prochaine, notamment avec les missions clients que j'ai. Mais je me suis organisé pour avoir le moins de missions possible cette semaine et anticiper au maximum le travail. Donc ça va être très cool. Je pense que je ferai un vlog dédié également sur la semaine mode avion pour vous embarquer un peu dans ça et puis même pour moi pour avoir des souvenirs. Je finis ce vlog également avec une réflexion plutôt sur le côté freelance et le côté IA. L'un des trucs que je vois, et j'ai fait d'ailleurs une newsletter Sauce Writing là-dessus que j'ai envoyé, donc pareil, le lien est en description si tu veux t'inscrire, où je parlais également l'une des grosses questions qu'on se pose maintenant, c'est à l'ère de l'IA, d'autant plus pour un métier comme l'écriture, où se trouve notre valeur? Qu'est-ce qui a de la valeur dans ce qu'on propose? Je pense qu'il y a 5 ans, l'une des grosses parties de la valeur, c'était qu'on était capable d'écrire correctement, sans faute, de manière intéressante, bien structurée, et en respectant un peu les codes marketing. Ça, évidemment, l'IA le fait. Le fait peut-être pas encore aussi bien à 100% qu'un humain, il y a encore plein de tics de langage, encore plein de trucs, mais il n'y a pas trop de doute sur le fait que l'IA va s'améliorer, va continuer à s'améliorer, et que la réalité, c'est que l'IA, je pense, fait aussi bien que nous à 80 voire 90% de cette compétence d'écriture pure. Et en plus, elle le fait beaucoup plus rapidement, beaucoup moins cher dans le cadre d'une entreprise. Donc notre valeur, elle est plus ici. Donc ça veut dire que la valeur, elle se déplace et qu'il faut trouver d'autres moyens de se différencier et de justifier sa valeur en tant que freelance, en tant que writer, en tant que copywriter, rédacteur, ghostwriter. Et moi, ce que j'observe sur les missions que j'ai en cours, donc là j'ai 4 missions plus des missions en discussion avec des prospects. Ce pourquoi ils viennent aussi me chercher, c'est évidemment la dimension écriture, mais c'est aussi la dimension, et peut-être surtout la dimension, je comprends ce qu'ils font, je comprends fondamentalement
le game dans lequel ils évoluent, l'industrie dans laquelle ils évoluent. Et donc, je suis capable d'être pertinent, de très vite comprendre les choses. J'ai eu plusieurs discussions avec des prospects qui m'ont dit, en fait, on n'a pas de doute sur le fait que tu écrives bien. Le seul doute que j'ai, c'est est-ce que tu vas arriver à te mettre au niveau de notre cible et au niveau des enjeux de la qualité de ce que je veux renvoyer. Et je pense que ça, c'est un truc très important. Et surtout que là, les clients que j'ai, les prospects que j'ai, c'est sur des boîtes très tech. Donc, je parle de sujets très tech, je parle de ce qui se passe dans l'IA, d'investissement, de ce genre de choses. Et ça, c'est pas du tout des sujets qui peuvent être traités de manière superficielle ou générique par l'IA. Au contraire, si on veut apporter quelque chose de vraiment intéressant, et pour des prospects qui veulent faire ce travail je veux me différencier par la qualité, et en fait, ce qu'ils vont regarder en numéro 1, c'est à quel point est-ce que tu es capable d'être pertinent sur des sujets techniques, high level, en profondeur. Et il se trouve que moi, à titre personnel, tous les sujets tech, c'est des choses qui m'intéressent. Moi, je suis absolument tous les podcasts. Je passe du temps sur Twitter parce que c'est là-bas que tout est la source d'infos. J'essaie d'être à la pointe de ça. C'est des sujets qui naturellement m'intéressent, naturellement me passionnent. Et c'est des sujets surtout, et ça c'est le cas depuis 5 ans, voire 10 ans. Donc j'ai accumulé toute cette connaissance, tout ce background, j'ai le vocabulaire, je comprends les acteurs, je comprends les enjeux. Alors pas du tout de manière aussi technique que mes clients, mais j'ai déjà la base de connaissances indispensable et je peux, parce que du coup ça me force à me documenter, très vite encore plus monter en compétences. Et je pense que c'est ça que cherchent les clients d'autant plus, c'est quand on fait de l'écriture, donc il faut être capable d'avoir une forme de point de vue, il faut être capable de très vite saisir les enjeux d'un domaine, de très vite faire des recherches et on en revient à ce truc de positionnement ou en tout cas un peu de monopole personnel, donc l'adéquation entre qui on est, les clients qu'on va chercher, ce qu'on aime naturellement faire. Et j'ai l'impression d'être un peu dans cette zone-là, ce qui est plutôt chouette. Et en fait, je me rends compte que une fois qu'on trouve un peu ce croisement des cercles, c'est assez facile de se différencier, c'est assez facile d'être pertinent et c'est assez facile de montrer sa valeur à un client. Et on se rend compte qu'il n'y a pas tant de freelance que ça qui font le job. Donc vous qui regardez cette vidéo, toi qui regardes la vidéo, ça sera peut-être certainement pas les sujets tech. Mais voilà, qu'est-ce qui te rend singulier, sur quoi tu te documentes naturellement, sur quoi tu peux... En fait, je pense que l'une des bonnes questions, c'est sur quoi est-ce que tu vas naturellement consommer du contenu et écouter des podcasts. Moi, c'est naturellement les sujets tech, les sujets d'IA, de start-up, d'entrepreneuriat. Et donc, je suis pertinent pour parler de ces sujets-là. C'est même parfois des sujets que j'aborde dans mes contenus à moi. Donc le faire pour un client, avec son ton, sa voix, c'est très bien. Et donc ça, c'est vraiment c'est là encore qu'on peut vraiment avoir de la valeur, versus un contenu générique, pondu par un freelance qui ne connaît pas le domaine et qui va en fait avoir aucun intérêt. Donc voilà. Et je pense également que, peut-être que j'en parlerai dans d'autres vlogs, mais il y a beaucoup ça dans le domaine des devs. Les devs, ils se demandent plus quel est le code que j'écris ou à quel point est-ce que j'écris beaucoup de code. Ils se demandent plus, ils sont plus jugés sur leur output en termes de lignes de code par exemple, mais ils sont plutôt jugés sur le fait de est-ce que tu vas construire les systèmes, les agents IA, la machine qui elle-même va te permettre de générer des lignes de code. Et je pense que c'est pareil pour tous les métiers. Je pense que la capacité à générer une ligne de code ou un texte, c'est plus le truc qui fait la différence. Mais maintenant, ce qui fait la différence, c'est ta capacité à générer beaucoup plus de textes, de contenu, à produire plus de manière pertinente et ta capacité à bâtir le système qui va permettre ça. Et donc, ça veut dire structurer des agents, structurer tes connaissances, structurer des process en IA. Et je pense que c'est ça l'autre point qu'il faut avoir, sur lequel il faut se concentrer et qu'il faut prioriser. C'est est-ce que je bâtis l'infrastructure, les systèmes pour délivrer plus en moins de temps, potentiellement être plus rentable, prendre plus de clients, passer moins de temps par client, ou alors, essayer de faire tout ça en même temps. C'est
donc passer moins de temps par client, augmenter son niveau de qualité et être capable de produire plus en fait. Et c'est tout ça qui fait que je pense qu'on reste compétitif dans cet écosystème. Donc super intéressant, plein de choses existantes à faire. Il faut rester dans le game, il faut continuer à se former, il faut continuer à suivre les évolutions. D'ailleurs, voilà, moi, tout ça, c'est des choses que je documente sur ma newsletter Sauce Writing pour le coup. Donc, je vous mets le lien en description si vous voulez vous découvrir tout ça. Je pense que j'arrête le vlog ici. Je vais terminer ma valise et on se reverra certainement pour un nouveau vlog en Italie. Ciao tout le monde!